Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview pour le site web du projet InnovaGluumet pour le programme ENI-CBC Med. Je suis ravie de vous avoir tous et toutes aujourd'hui autour de ce petit moment entre équipes. L'idée, c'est de parler davantage de cette composante recherche et formation dans le projet InnovaGluumet et de transmettre ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant au public du projet afin de rendre visible ce qui a été fait et d'inciter donc les bénéficiaires potentiels et éventuellement les partenaires potentiels à nous rejoindre dans ce projet. Je suis ravie d'accueillir Madame Serena. Donc Serena, vous faites partie de l'équipe recherche. Serena Romano, vous faites partie de l'équipe recherche. Et j'aimerais que vous me dites un peu plus sur cette composante recherche dans le projet. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites au juste? C'est quoi votre objectif? Et pour qui vous vous adressez? C'est qui votre cible? Voilà. À Alors, vous. je vous remercie, Anna. Notre composante recherche, en fait, a été liée très fortement à une prise de conscience sur la précarité des femmes dans les deux régions dans lesquelles nous allons travailler, qui sont Béja et Médénine. Et en fait, nous étions très conscients de cette idée que les femmes dans les zones rurales n'ont pas toujours accès à une éducation supérieure, à un travail valorisant qui puisse leur permettre en fait de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Et donc, on a eu aussi ce problème en disant Béja, Médénine, ce sont souvent des femmes qui sont dans une situation, pour des questions souvent liées au genre, pour des traditions, elles ne peuvent pas se déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc, on a essayé, on a eu cette idée de vouloir porter à leur porte, pratiquement devant leur porte, la formation, et une formation surtout pratique qui correspondent aux besoins du marché et aux besoins des employeurs. Et donc, on a d'une certaine manière renversé l'idée qu'on se fait du travail. Très souvent, le travail, c'est un travail qui est lié, on commence par je vais faire une formation générale, je vais m'intéresser, développer mes connaissances et puis mes capacités sur un type de travail. Et en fait, souvent, ça ne convient pas au niveau de tout ce qui est le marché, de ce qui est l'emploi. Alors, qu'est-ce que veut le marché? On a tout à fait renversé l'idée. On est allé sur le marché, voir ce que les employeurs veulent, ce que les industries agroalimentaires et en particulier à Béja, tout ce qui est laiterie et tout produit du lait, produits laitiers et tout ce qui est main-d'œuvre qui est nécessaire dans ces régions et à Médénine, tout ce qui est pêcherie. Donc, à partir de ça, on a essayé de penser à une formation. Et donc, on a fait ça c'était le concept de départ. Et donc, on a fait une analyse socio-économique en approfondissant ces deux secteurs, à Médénine et à Béja, donc celui à Médénine de la pêche et à Béja de la laiterie, en voyant avec un profil, je dirais, particulier, en analysant tous les thèmes relatifs aux femmes, comment les femmes n'ont pas la possibilité de bouger, d'avoir l'accès à la formation, quels sont leurs problèmes, souvent c'est lié à la famille, et donc quels sont les stéréotypes, quelles sont les discriminations, et d'essayer de comprendre comment on peut essayer de remonter la pente. Et c'est comme ça c'est ce qu'on a appelé la desktop research, quand on a analysé l'ensemble de tous ces points. Et à partir de là, je crois qu'on va développer un peu la conversation sur les actions qui ont été prises. Et je dirais qu'on a pris 5 types d'actions. Et la première action, ça a été la rencontre avec les acteurs principaux à l'intérieur des secteurs dans lesquels on travaille, et aussi la rencontre avec éventuellement des partenaires potentiels. Ça a été la deuxième action.
La troisième, ça a été une analyse des marchés. Donc, on avait choisi intuitivement ce qui est la pêche et ce qui est les produits laitiers. Est-ce que c'était un bon choix? Est-ce qu'on devait faire ça? Est-ce que c'était une bonne chaîne de valeur? Et donc, on a analysé avec une matrice, avec des questions bien spécifiques, en essayant de répondre avec nos connaissances, avec les connaissances que nous avions du marché, en analysant ce que nous pouvions analyser, afin de pouvoir déterminer les chaînes de valeur. Et puis finalement, on a défini un programme de formation sur la base des connaissances que nous avions et on a été soumettre, et ça c'est la cinquième des actions, on a été soumettre ce programme à des focus groups, donc des gens qui travaillent dans ces secteurs. On leur a montré, on leur a dit, regardez, nous on a pensé à ça. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue pratique, on peut le mettre en œuvre? Donc ça, c'est le travail qu'on a fait. Et donc, disons, ce qui est important de souligner, c'est qu'on l'a appelé Training Model. Donc, c'est le modèle de formation. Le programme, c'est le modèle de formation. D'accord. Aujourd'hui, donc, vous êtes à cette cinquième étape qui est soumettre ce modèle-là au focus group pour vérifier donc c'est ce qu'on a fait, valider oui. sur le terrain. Quoi. Oui. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Et maintenant, on doit choisir les bénéficiaires. La prochaine étape, c'est le choix des bénéficiaires. La sélection des bénéficiaires. D'accord, voilà. Très bien. Merci, Serena. Donc, Heidi, maintenant, qui fait partie de l'équipe et qui est le project manager Innova Agro-Womed en Tunisie. Ces chaînes de valeur et ces régions-là font partie d'une cartographie de pays et de régions qui dépassent la Tunisie, donc vers le Palestine, l'Italie et l'Espagne. Donc, c'est ce projet-là, il a une dimension transfrontalière et la recherche aussi. Pourquoi dans 4 pays différents et comment avez-vous réussi à travailler en équipe, séparés géographiquement sur des points et des hypothèses collectives peut-être, peut-être pas. Parlez-nous davantage, s'il vous plaît, sur ce point-là. Heidi Bchir, donc. Voilà. Merci, Hélène. Merci pour cette question. La coopération transfrontalière, en fait, c'est le cœur, c'est le noyau dur du programme INICE-BCMED, dans lequel s'insère le projet Innova Agro-Womed. Ce projet, d'ailleurs, qui est financé par l'Union européenne ou cofinancé par l'Union européenne et qu'on implémente en partenariat avec un consortium composé de 5 partenaires. La coopération transfrontalière pour l'innovation dans le secteur agroalimentaire est nécessaire afin de favoriser la fertilisation transnationale, l'apprentissage comparatif et aussi l'échange d'expériences et d'approches. Plus important encore, elle génère également l'opportunité de construire une Méditerranée partagée par une vision, par une approche pratique, notamment dans le secteur agroalimentaire et en adoptant une approche qu'on appelle Rural Social Innovation Paradigm. Donc, la coopération, réellement, c'est d'apprendre de nos partenaires, d'apprendre entre les équipes, de transférer les connaissances, de transférer le savoir-faire et aussi de voir ce qui est en train d'être fait par ailleurs, d'essayer de le dupliquer, d'essayer de voir si ça réussit, si ça ne réussit pas. D'ailleurs, ma collègue, Madame Serena, tout à l'heure, elle a mentionné le fait qu'on est sur un stage de training model. En fait, réellement, c'est un modèle, c'est un pilote qu'on devra implémenter en partenariat avec nos stakeholders, avec nos partenaires, pour voir si ça marche, qu'est-ce qu'il faudra réparer et aussi capitaliser sur cette expérience pour aller de l'avant. Donc voilà, ce qui a été fait en Tunisie est en train d'être fait dans les autres pays par nos partenaires. On est en train d'échanger les informations, on est en train de comprendre plus profondément les contextes locaux dans lesquels on sait. Il ne faut pas oublier quand même que les défis socio-économiques abordés par le projet sont partagés, bien sûr à des degrés divers entre les pays concernés, l'Italie, l'Espagne, la Tunisie, le Palestine, là où on trouve vraiment un taux de chômage élevé, un taux de pauvreté élevé, spécialement et notamment pour les femmes dans le milieu rural,
Et notre rôle, c'est vraiment de contribuer à une inclusion sociale, à une inclusion économique de cette population cible qui est vulnérable à notre sens et qui a besoin d'un support, quel que soit pour accéder à un emploi ou bien pour lancer une activité entrepreneuriale ou même génératrice de revenus. Donc voilà, on apprend l'un de l'autre, on essaie de capitaliser et on essaie de transférer ce savoir-faire. Voilà. Merci, Hedi, merci. Ma prochaine question sera adressée à Marouane Chihawi, qui fait partie de l'équipe recherche en Tunisie aussi. Marouane, l'idée était, donc, comme l'a très bien exprimé Serena et Hedi aussi, était donc d'explorer le terrain méditerranéen et de comprendre donc la place de la femme dans le secteur agroalimentaire, d'identifier des cibles potentielles, mais aussi des activités et des chaînes de valeur, des produits sur lesquels vous pouvez donc focaliser, que ce soit vous ici en Tunisie ou les autres équipes de recherche. Peut-on avoir une idée sur les chaînes de valeur et les produits qui seront mis en valeur dans ce projet avec un peu plus de détails, parce que Serena a déjà un tout petit peu abordé la thématique. Merci Hannah. Effectivement, comme l'ont dit mes collègues précédemment, notre approche est plutôt focalisée sur l'aspect genre et plus précisément aussi sur une dimension de chaîne de valeur. Alors pour comprendre notre approche de recherche, toute l'approche de chaîne de valeur sensible genre a été décomposée en 4 dimensions, qui est une dimension économique pour la chaîne de valeur. Quelle est la meilleure chaîne de valeur qui puisse offrir des opportunités économiques en termes d'entrepreneuriat et d'emploi. Deuxièmement, un deuxième niveau qui est genre et innovation sociale. Il fallait faire des recherches et comparer les chaînes de valeur pour pouvoir placer la femme dans le cœur de la chaîne de valeur. Bien sûr, il y a des chaînes de valeur qui n'étaient pas sensibles au genre, et il y a des chaînes de valeur où les femmes se trouvent plus facilement un emploi, plus d'opportunités d'entrepreneuriat dans la durée de vie du projet, bien sûr. Une troisième composante, c'était l'environnement. Il ne fallait pas travailler sur des chaînes de valeur qui puissent porter atteinte à l'environnement. Et ça, c'est un élément très important, vu que tous les projets doivent être cohérents avec l'objectif de développement durable et l'agenda 2030. Et finalement, avoir une dimension institutionnelle, avoir des institutions qui puissent appuyer la chaîne de valeur sélectionnée. C'était plus ou moins les 4 critères, les grands majeurs critères sur lesquels on a pu travailler et sélectionner des chaînes de valeur. Tout le travail a abouti à la sélection des fromages dans le gouvernorat de Béja, qui est au nord-ouest de la Tunisie, et avec un tissu industriel très intéressant parce qu'il y a beaucoup de fromagers artisanaux, il y a un centre de formation qui était prêt. On a collecté presque toutes les informations qui sont des facteurs clés de succès d'une chaîne de valeur dans le cadre du projet InnovAgroHomed. Par rapport au sud-est, Medellín, c'était plutôt la pêche et surtout tout ce qui est produits de pêche transformés, que ce soit des sardines, thon en conserve, des crabes aussi, qui est un produit relativement nouveau en Tunisie, mais qui a offert beaucoup d'opportunités économiques et beaucoup de postes d'emploi, surtout dans la région du sud-est. Voilà un peu les produits qu'on a choisis, et ces produits sont considérés comme des produits du terroir dans ces régions-là, c'est ce qui offre aussi beaucoup de potentialités de croissance économique et d'accès au marché. Donc, ça, c'est les produits phares pour la Tunisie sur lesquels on va se baser davantage et qui nous ont permis de développer notre modèle de formation. Très bien, merci. Merci Marouane, merci à vous. Je voulais rebondir là-dessus. Oui, je voulais reprendre le thème parce que comme il a été très bien expliqué par Marouane, dans la mesure où on s'est rendu compte avec les personnes que nous avons rencontrées que dans la pêcherie, il y avait aussi tout ce qui est conserve. Donc, la conservation de la pêcherie, on a fait très attention, comme disait Marouane, au crabe, qui est une activité saisonnière, de pouvoir faire une formation qui ne se limite pas au crabe, de façon à ce que les femmes qui recevront la formation
puissent être en mesure de faire de la conserve sur d'autres poissons aussi. Donc, on a réussi à trouver dans la pêcherie quelque chose qui soit sur toute l'année, qui fasse une formation qui, même si elle même si elle ne devait pas durer pendant toute la vie, mais au moins elle puisse être transférée ou dans d'autres entreprises ou dans de l'entrepreneuriat. Et la même chose pour tout ce qui est laiterie, on a pensé au fromage. Et Marouane a effectivement, avec Eddy, avec Fatma aussi, vu qu'il y avait une partie du marché qui n'était pas couverte, qui sont des fromages d'un certain niveau, d'une certaine qualité, mais qui ne se trouvaient pas à Béja et à Médénine. Et donc, c'est aussi l'idée de former des personnes sur place qui peuvent faire des produits qui n'existent pas, mais qui sont demandés par le marché. Et je pense que le facteur, ou bien le facteur innovation est mis en avant dans ce projet. Oui, Donc, absolument. vous avez Le privilégié Marouane, les idées absolument. innovantes dans... Absolument. D'accord. Je crois que Marouane et Eddy, s'ils veulent en parler, peuvent aussi, et Fatma, bien sûr. Oui. Ça a Oui, été un allez-y des avec éléments. plaisir, parce que c'est une composante, d'après ce que j'ai pu lire, donc c'est une composante très, très importante pour les prochaines sélections. Donc, la composante innovation, et elle apparaît très, très bien dans le nom du projet, d'ailleurs. Oui, Marie, tout à vous fait. avez quelque chose à ajouter dans ce sens, sinon... Alors, sur le volet innovation, c'est plutôt d'apporter des innovations sociales, de travailler surtout sur le volet d'économie sociale et solidaire qui est plus ou moins en vogue en Tunisie par rapport à d'autres pays à l'étranger où il est beaucoup plus développé. Mais il y a aussi des aspects d'innovation technique sur le produit, une meilleure maîtrise de l'hygiène, une meilleure maîtrise de la préservation du produit, de la qualité du produit et surtout de proposer des produits plus ou moins innovateurs qui se rapprochent du goût du consommateur. Donc, c'est ça les éléments clés de l'innovation sur lesquels on se base. Oui, voilà, c'était important de faire la différence entre innovation sociale et innovation dans son Oui. meaning technologique, high-tech, TIC, etc. Donc, Oui, en effet, voilà. René, en fait, on va essayer d'utiliser les défis pour innover. On va essayer d'utiliser les stéréotypes en faveur de cette communauté, les barrières culturelles et traditionnelles en faveur de la communauté, pour bien servir et mieux servir sa communauté, être un agent de transition réellement, et voilà. Exactement, Heidi. Alors, ma prochaine question, c'est pour Madame Fatma Selmi. Fatma, on vous a vu donc, sur les réseaux sociaux du projet, vous vous êtes approché du terrain. Maintenant que les choses s'éclaircissent de petit à petit en dépit du contexte sanitaire, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos priorités en matière de formation aujourd'hui que vous approchez de plus en plus de ce terrain et à quel profil de femmes s'adressent ces sessions de formation, même si les critères peut-être de sélection n'ont pas été fixés parfaitement jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que vous avancez toujours, mais juste une idée comme ça en général sur la formation et les profils ciblés. Merci beaucoup de cette opportunité, puisque ça rend de plus en plus ce travail, je dirais, précieux de toute notre équipe visible à tout le monde. Et donc là, pour apporter des éléments de clarification et de réponse à votre question, donc nous avons ciblé, comme ça a été mentionné par Marwen, Eddy et Serena, deux chaînes de valeur qu'on trouve vraiment très stratégiques, étant donné aussi le contexte actuel avec la crise Covid et qu'il faut vraiment assurer une sécurité alimentaire, mais également aussi aider les classes un peu de plus qui sont beaucoup touchées par les plus touchées par cette crise-là, notamment les femmes. Et donc là, je pense que c'est un projet qui vient vraiment à temps pour répondre à ces questions-là. Donc, là, au niveau, par exemple, de la chaîne de produits laitiers à Béja, nous savons qu'à Béja, il y a la grande partie de la production du lait qui provient au niveau national de Béja avec 10% de la production nationale. Et donc, ça ouvre beaucoup d'horizons pour les femmes
qui sont très présentes au niveau de cette chaîne de produits laitiers, de la production à la transformation, surtout quand on voit qu'elles sont présentes à tous les niveaux. Et aussi, au même titre, elles sont présentes à tous les niveaux, mais qui sont un peu défavorisées par rapport aux hommes parce qu'elles n'ont pas vraiment accès, dans la majorité des cas, aux facteurs de production, notamment le bétail. Et donc, à ce niveau-là, on s'est dit, voilà, ça, c'est une grande opportunité d'aider ces femmes-là à valoriser ce qu'elles sont en train de faire sur 2 niveaux. C'est-à-dire là, on parle de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Et là, par exemple, on a, avec les recherches qui ont été faites avec toute l'équipe, avec les interviews, comme l'a mentionné Serena, avec tout ce brassage, avec des visites sur terrain également. Donc, nous avons abouti au fait qu'il faut vraiment innover, même dans la définition, même des modules de formation. Donc là, quand on dit innovation, c'est-à-dire on va apporter ce qu'il faut au temps opportun. Donc là, il y a le volet soft skills, c'est-à-dire de voir ces femmes-là, de voir ce qu'elles ont, ce qu'elles peuvent offrir et de les mettre au courant qu'elles sont capables de le faire. Donc là, il y a un volet aussi de soft skills sur lequel il faut travailler pour que les femmes soient conscientes de ce qu'elles ont comme compétences, comme opportunités aussi, si elles se lanceront, par exemple, dans le sous-secteur de fromagerie, surtout qu'il y a tous les prérequis nécessaires, c'est-à-dire il y a déjà des unités de transformation de fromage artisanales. Et donc là, c'est un point de départ très intéressant pour les femmes qui veulent vraiment entreprendre. Nous, notre touche, c'est de rendre ça plus professionnel et de les faire aussi, de les rendre plus conscientes des besoins existants sur le marché. Et là, c'est-à-dire pour la formation, on part de général jusqu'à arriver un peu à la précision, à tout ce qui est plus spécifique. Et là, on parle par exemple des conditions hygiéniques, de la certification, de leur importance sur le marché, que ça va donner encore plus de valeur à leurs produits, etc. Et de même, c'est-à-dire dans la deuxième chaîne de valeur qui est à Medni, notre deuxième région cible, c'est avec la pêche. Et donc là, nous nous sommes orientés plus vers l'employabilité et parce que c'est vraiment, ça demande beaucoup d'investissement si on veut se lancer pour nos propres comptes en tant que femmes dans les régions rurales. Et donc là, c'était l'employabilité qui est plus raisonnable et qui est plus réaliste dans ces conditions que nous sommes en train de vivre actuellement. Et donc là, en plus des activités disons, ordinaire au niveau d'une usine de conserve, de salage, de triage, de mise, etc., peut-être en boîte. Donc là, c'est de leur enseigner aussi plus de technicité, plus de compétences techniques pour de savoir-faire. Voilà, de savoir-faire pour qu'elles aient plus aussi accès à des postes plus importants de décision, pas rester seulement sur des postes un peu qui sont très vulnérables, juste d'une femme employée sur une chaîne. Non, c'est de donner encore plus de valeur à ces femmes-là. Se rajoutent bien sûr les soft skills, mais également plus de technicité et d'être à tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment brièvement les modules de formation sur lesquels nous allons travailler. Il y a un modèle existant maintenant qui est échangé avec les autres équipes dans tous les autres pays, pour aussi échanger, pour partager, pour aussi apprendre et aussi donner de nos idées aussi à un niveau aussi international. Donc là, c'est ça en général, ce que nous avons fait. Si aussi l'un des collègues pourrait rajouter quelque chose peut-être que j'ai oublié, ça serait magnifique. C'est du lourd. Heidi, là, je vais m'adresser directement à vous parce que vous êtes le project manager ici. Tout ça, c'est du lourd. Je ne pense pas que vous allez le concrétiser seul. Je crois qu'il y aura des partenaires d'exécution autres que ceux qui font partie du consortium. C'est ça, Heidi?
Oui, certainement, certainement, René. D'ailleurs, Serena, au départ, elle a évoqué le Stakeholders Network. C'est les acteurs qui sont spécialistes, chacun dans son domaine, et auxquels on fera appel pour assurer un niveau de technicité élevé, etc. Même si on introduit des nouveaux modules, là où il n'y a pas assez d'expertise, je vais dire en Tunisie, ou sur lesquels il n'y a pas eu assez de travaux. Donc, on travaille sur le digital empowerment, on travaille sur les community empowerment, en plus des autres modules classiques, tels que le développement de l'entrepreneuriat ou bien les modules techniques spécifiques. Donc, ça sera un challenge dans un contexte particulier, dans un contexte là où on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas être en contact continu. Parfois, le contact humain il est très important, notamment dans tout ce qui est formation, dans tout ce qui est accompagnement aussi. On va essayer de faire avec. Heureusement que la Covid, par ailleurs, elle nous ouvre des nouveaux horizons. Elle nous pousse à changer de mindset, à changer d'outils, à adopter les outils technologiques, à aller plus dans le e-learning, à aller dans les webinaires, etc. Certes, c'est moins coûteux. Parfois, ça permet de rassembler beaucoup plus de monde, mais ça, il y a des limites. Le contact humain, comme je viens de dire, est très, très important pour nouer des relations, pour mettre les gens en confiance et pour réellement aboutir à un changement au niveau des connaissances, des comportements et même des attitudes de ces gens-là. Et c'est là où on veut en arriver. Voilà, en parlant de la pandémie, Hedi, bon, je ne veux pas clôturer sur des notes négatives, on va faire de notre mieux pour positiver, mais en parlant de la pandémie, donc surtout que ce projet s'adresse aux femmes appartenant donc à la catégorie NEETs, donc qui n'ont pas forcément accès aux outils de communication à distance, etc. Donc, j'imagine que vous, faisant partie de ce projet, et comme dans tous les projets, vous avez eu beaucoup d'obstacles à implémenter ce projet dans sa première année dans ces conditions-là. Si vous êtes aujourd'hui à ce niveau de l'implémentation, c'est que vous avez très, très bien avancé en dépit du contexte. Pour les jours à venir, donc le court et le moyen terme, êtes-vous confiant malgré la pandémie? Est-ce que vous êtes confiant, vous allez aller jusqu'au bout? C'est une question que je vous pose à vous tous et toutes. Pour être honnête avec vous, bon, l'incertitude, elle est là. Il n'y a pas que nous quand nous avons cette incertitude. Les Bien gouvernements sûr, oui, c'est un état général. Oui. Voilà, donc là, on a essayé de mettre en place un plan A, un plan B. On va essayer de mixer entre le présentiel et le e-learning et aussi respecter les protocoles sanitaires. Donc, le fait de mixer entre présentiel et e-learning nous permet de familiariser cette population petit à petit avec ces nouveaux outils digitaux, surtout lorsqu'on les conçoit d'une manière friendly use, qui sont adaptés, qui sont directs et qui peuvent toucher réellement ces personnes-là. Il y aura certainement de l'assistance, donc vous n'allez pas manquer d'aider donc toutes les bénéficiaires, j'imagine. Notre rôle est de mitiger par rapport au contexte du Covid. Notre bailleur de fonds et le programme INICBC-MED met à notre disposition les moyens nécessaires et nous appelle à nous adapter, à faire des changements en fonction de cela. Et nous n'hésiterons pas à continuer à travailler tout en respectant tout ce qui est sanitaire, le protocole sanitaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de mettre la vie des gens en danger, mais plutôt on va essayer de travailler en continu. S'adapter et trouver donc des alternatives. Et vous, donc, Marouane, êtes-vous confiant? Les outils, ouais. Les outils sont là, l'expertise est là. Donc, voilà, on pourra avancer pas à pas et d'une façon en faisant très comment dire, sereine. Ouais. Sereine. Faire attention. Et dis donc est très confiant et ça nous rassure tous, je pense. Marouane, quant à vous, est-ce que vous êtes confiant pour la période à venir? Ah si, avec une bonne stratégie de mitigation, c'est-à-dire comme l'a dit mon collègue Hedi, de rallier présentiel et à distance, on pourrait quand même réduire l'impact du Covid. Il
faut pas oublier qu'on n'a jamais autant fait de réunions et d'ateliers à distance que dans toute notre vie. Et si on accepte l'outil, on peut travailler davantage, en fait. Ça, c'est un aspect très positif du Covid, hein, si on le voit de ce côté-là. C'est facile. Là, Serena, elle est loin, Fatma, elle est loin. Oui, tout à fait. Ça ne nous empêche pas de travailler. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait vrai. Vous partagez son idée, Serena, donc vous êtes confiante. Oui, et je crois que ce fléau, malheureusement, a montré qu'on est tous vulnérables, hein, et qu'on est tous interdépendants, mais qu'il y a malheureusement aussi, ça a démontré une très grande disparité, une interdépendance et une disparité. Donc, je crois que notre projet est en train d'essayer de mettre une pierre à cet édifice, de rapprocher les gens, d'essayer de rendre les femmes plus autonomes, plus indépendantes pour qu'elles puissent déterminer le cours de leur vie. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Fatma parce que c'est une façon pratique de mettre ces principes en œuvre. Parce qu'on dit, oui, vous devez être indépendante, mais comment ? Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de démontrer ici, c'est comment on devient autonome, indépendante et on peut gérer sa vie. C'est notre objectif. Oui. Et franchement, je n'ai pas vu d'obstacle. C'était vraiment tellement très bien organisé aussi par Sihedi en tant que project manager. Moi, je n'ai pas senti qu'il y a vraiment des obstacles. Il y avait une très, très bonne organisation, surtout si on se déplace pour un focus group, aussi pour les conditions sanitaires, pour voilà, tout ce qui est éloignement, etc. Donc, ça a été très bien respecté. Et c'était aussi pour nous une occasion de travailler plus, comme l'a dit Marouane. Donc maintenant, on peut faire plusieurs réunions la même journée. On ne se soucie pas du parking ou de déplacement. Les embouteillages, Donc, etc. les embouteillages, oui, c'est plus friendly si on voit ça et que ça rentre dans l'esprit de notre projet. Donc là, vraiment, je me félicite, je nous félicite pour l'équipe parce que vraiment, je n'ai pas senti qu'il y a des obstacles. Hein. Mais au contraire, qu'on est en train d'essayer, dans ce temps un peu difficile avec la pandémie, de trouver des solutions concrètes sur terrain. Voilà. Non, si vous avez trouvé des solutions pendant la première, la deuxième vague, les moments les plus compliqués, c'est que vous allez en trouver pour le très peu de difficultés qui restent, enfin, espérons. Donc, vos bénéficiaires potentiels ne peuvent qu'être flattés et de s'attendre au meilleur maintenant. Je vous remercie énormément pour ces moments donc, de partage. Merci. Vous êtes toujours merci à tout le monde sur votre site merci, web. Anna. Je vous en prie, Serena. Merci à vous d'avoir accompli tout ce travail. Merci beaucoup. En dépit de tout. Merci à vous. Merci à tout le monde et merci à toute l'équipe. Vous avez été formidable. Merci. Merci.